Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo d'évolution pour vous parler de l'influence de la bipédie sur le développement, la conformation de notre bassin au cours de l'évolution de notre lignée et sur l'influence que cela a eu sur la croissance de nos petits. Pour cela, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit, petit texte qui, je l'espère, vous fera comprendre le monde dans lequel nous vivons et d'où nous venons et qui nous sommes. Ce petit texte s'appelle « La bipédie à la source de notre intelligence, mais aussi de nombreux problèmes morphologiques ». L'intelligence humaine et notre énorme cerveau sont fondamentalement liés à la bipédie qui permet, en libérant les membres antérieurs de la locomotion, pour faire de ceux-ci des indicateurs directionnels grâce au pointage et d'intégrer par cela des notions de temps dans la communication de nos ancêtres, qui, en pointant du doigt l'horizon des plaines herbeuses de savane, pouvaient montrer d'où ils venaient et où ils désiraient aller, montrant ainsi le passé et le futur, leur permettant de communiquer sur le passé par des gestes et ensuite par des sons correspondant à ces gestes pour enseigner de leur vécu et transmettre des informations salvatrices tout en pouvant communiquer sur le futur pour préméditer en groupe des actions facilitant leur quête énergétique, la survie de leur groupe et la conquête territoriale. Cette capacité d'exprimer des notions de temps couplée à l'utilisation d'un vocabulaire correspondant à des mots qui sont des compressions de données émotionnelles et sensorielles mémorisées, rendit les mutations entraînant des proliférations neuronales, qui sont souvent délétères par la surconsommation énergétique qu'elles entraînent, enfin utiles pour stocker une importante mémoire utilisable pour communiquer et penser rapidement grâce à cette interface sonore que sont les mots et les notions de temps. Ces outils linguistiques, générés par la bipédie, qui entraîna la sélection de mutations génétiques activant la prolifération neuronale, sont donc à la base de l'explosion en volume du cerveau humain et de notre intelligence si unique, construite autour d'un langage fait de notions de temps et de mots. Mais cette bipédie, qui est à la source du développement en volume de notre cerveau et de l'explosion démographique de notre lignée, généra aussi des problèmes au niveau de la conformation du bassin, qui devait ne pas être trop large pour permettre une marche efficace, tout en évitant l'affaissement du plancher pelvien sous la pression verticale des viscères, mais en étant suffisamment large pour laisser passer en son centre un petit à gros cerveau. Problème morphologique que n'ont pas à résoudre les quadrupèdes, dont les viscères sont soutenus dans la sangle abdominale qui agit un peu comme un hamac. Ainsi, si nos ancêtres australopithèques qui avaient des cerveaux de 400 à 550 cm3, pas beaucoup plus gros que celui des chimpanzés qui tournent autour des 400 cm3, n'eurent pas dans un premier temps à subir le conflit largeur du bassin, passage du crâne du petit, la station bipède en elle-même fut une des principales pressions sélectives limitant le développement en largeur de leur bassin, consécutif à la limitation obligatoire du diamètre de l'ouverture intérieure afin de limiter les descentes d'organes. En effet, la station bipède, sous l'effet de la gravité, impose au plancher pelvien, fait de ligaments, de tissus fibreux de maintien et de muscles qui ferment le détroit inférieur du bassin, d'importantes pressions verticales dirigées de haut en bas, qui peuvent, à la longue, finir par détendre cette structure de maintien et générer des descentes d'organes dramatiques par les ouvertures inférieures que sont l'anus, mais surtout l'ouverture vaginale qui, chez les mammifères placentaires, permet de faire sortir les petits. Ainsi, la pression sélective due à la bipédie, qui modifia la conformation du bassin, s'est surtout réalisée par l'intermédiaire des femelles de nos lointains ancêtres bipèdes, qui étaient les premières victimes de descente d'organes du fait qu'elles étaient bien sûr bipèdes comme les mâles, mais surtout que l'ouverture vaginale était un point de faiblesse de ce plancher pelvien
pouvant à cause de la station bipède entraîner avec le temps et l'affaiblissement des structures de maintien de ce plancher des descentes d'organes gravissimes. Descentes d'organes d'autant plus probables que les fluctuations hormonales des femelles entraînent une modification de ces tissus de maintien qui finissent par être extrêmement élastiques à la fin de la grossesse pour pouvoir faire sortir sans problème un petit à grosse tête, ce qui augmente d'autant plus les risques d'affaiblissement du plancher pelvien. C'est donc essentiellement par les femmes et pour éviter de dangereuses descentes d'organes par le plancher pelvien que la limitation en largeur du bassin par sélection génétique s'est imposée dans la lignée humaine, ce qui entraîna par répercussion tout un ensemble de restructurations au niveau du développement du fœtus et ensuite du bébé. Le développement en largeur du bassin étant limité, pour rendre plus efficace le déplacement bipède, mais surtout pour limiter les risques de descente d'organes chez les femelles, le temps de gestation et le développement du petit dans le ventre de la mère furent aussi profondément modifiés. Notre lignée doit principalement sa capacité de survie à son énorme cerveau fait pour accumuler une quantité énorme d'informations au cours de la vie des individus pour permettre par le langage humain, avec ses notions de temps et ses mots, d'échanger des informations entre individus et de préméditer en groupe des actions complexes pour maîtriser et conquérir leur environnement afin d'y trouver l'énergie et de se reproduire. Mais la limitation en diamètre imposée à l'ouverture du bassin afin de ne pas nuire à l'efficacité de la locomotion bipède et pour empêcher les descentes d'organes par le plancher pelvien, imposa à notre lignée une gestation bien différente de celle des autres primates pour pouvoir faire sortir des petits à gros cerveaux. Ainsi, si la durée de la gestation des humains n'est pas tellement plus longue que celle des autres grands primates, avec en moyenne 280 jours pour 275 jours pour les orang-outans, 255 jours pour les gorilles et 250 jours approximativement pour les chimpanzés, le petit humain est parmi tous les primates celui qui a le plus gros cerveau à la naissance, mais aussi le petit primate qui naît le plus inachevé pour pouvoir passer dans le bassin de la maman dont l'ouverture inférieure est limitée à cause de la station bipède et qui aura la croissance la plus lente pour devenir adulte et le cerveau de primate qui aura le développement le plus important extra-utérin, le cerveau du nouveau-né humain pesant environ un quart de ce qu'il sera à l'âge adulte. C'est donc à cause de cette limitation au diamètre du bassin humain imposée par la bipédie que le petit humain naît donc en quelque sorte prématuré et que son crâne, pas totalement ossifié, est fait pour se déformer lors de son passage dans le détroit inférieur du bassin de la maman afin de ne pas rester bloqué et d'entraîner la mort de la mère et du bébé. Ainsi, si la bipédie est la source du verbe entraînant le développement en volume de notre cerveau, cette bipédie est aussi la cause d'une limitation en diamètre du bassin et d'un terrible conflit taille du cerveau du petit et ouverture inférieure du bassin qui entraîna et entraîne encore la mort des femmes et des bébés et qui fait de nous, par ce conflit cerveau-bassin, une espèce mettant au monde des petits très inachevés à la croissance lente, demandant toute l'attention d'un groupe uni pour devenir ensuite des petits-enfants équilibrés et ensuite des adultes pouvant s'intégrer utilement dans le groupe et continuer l'espèce. Voilà, petite vidéo pour vous parler de ce conflit qu'il y a eu entre la largeur du bassin, il aurait pu s'élargir un peu plus, et le crâne d'un nouveau-né. Alors ça c'est le crâne d'un adulte, vous voyez, proportionnellement à un crâne d'adulte, ça passe pas là-dedans, donc le petit, il naît vraiment avec un crâne tout petit, un quart, il va grossir à la sortie, mais il a quand même, le petit humain, le plus gros cerveau de tous les primates. Vous voyez qu'il y a un conflit qui est donné par l'impossibilité d'un bassin de se développer encore en largeur, parce que ça affaiblirait un plancher pelvien qui se trouve à l'intérieur, cet endroit-là, par là, c'est celui qui bouge, et il y a tous les viscères qui appuient dedans. Évidemment, les quadrupèdes, eux, ont les viscères qui sont devant, qui sont qui pendent sous le ventre, donc il n'y a pas de pression des viscères dans le plancher pelvien, et c'est ce plancher pelvien qui est une zone de faiblesse et qui empêche l'ouverture du bassin
de l'ouverture un peu de ce bassin humain, donc qui limite l'ouverture de ce bassin humain dans son évolution. Donc ça pose des problèmes, et ce problème, c'est surtout les femmes qui le subissent, puisque c'est elles qui doivent s'ouvrir, mettre au monde un petit, et qui ont des fluctuations hormonales qui affaiblissent ce plancher quand elles sont en période de grossesse. Donc, effectivement, les femmes, c'est par les femmes essentiellement que les mutations et que les pressions sélectives entraînant des mutations limitant la croissance du bassin en largeur ont été sélectionnées. Voilà, c'est important de le comprendre. Ce sont des mutations. Alors il y a des mutations. Alors il n'y a pas eu de mutations entraînant une prolifération osseuse. Il y a eu des mutations qui sont inhibitrices et qui empêchent le développement du bassin. Donc c'est intéressant de comprendre l'évolution humaine et de comprendre que cette bipédie nous a apporté cette capacité d'indiquer le temps. Je viens en libérant les membres supérieurs, donc d'enclencher le développement en volume du cerveau, puisque quand on a des notions de temps qu'on peut exprimer, et qu'on a des compressions de données en mots, on peut à ce moment-là avoir une grosse mémoire qui devient efficace, puisque beaucoup de neurones, un gros cerveau consomme énormément d'énergie, s'il n'a pas une utilité derrière, c'est contre-productif et c'est éliminé. À partir du moment où il y a un langage complexe permettant de maîtriser l'environnement, un gros cerveau avec une grosse mémoire capable de jongler avec un vocabulaire important pour maîtriser le monde, donc une interface sonore pour parler plus vite, penser plus vite et exprimer des préméditations en groupe et transmettre de l'information stockée salvatrice qui permet au groupe de survivre, ça a été utile. Donc ça a enclenché le développement du cerveau, mais ça a entraîné aussi des problèmes dus à ce bassin qui ne peut pas s'élargir indéfiniment. Donc notre développement se fait en grande partie du cerveau dans le ventre de la maman, mais il continue très longtemps à l'extérieur, parce que ce bassin limite le développement interne. Voilà, et la croissance des petits est très longue, puisque nous avons un apprentissage extrêmement long. Notre gros cerveau se remplit de données sur une période de temps très longue. Notre éducation, notre confrontation au monde, qui font de nous des humains avec une capacité d'analyse extrêmement puissante, puisque nous avons une grosse mémoire et cette interface sonore et ces notions de temps qui posent bien sûr un problème dans le développement d'un gros cerveau pour passer dans un bassin de taille limitée. Alors il est limité à cause du déplacement bipède, on ne pourrait pas claudiquer, marcher avec un bassin trop large, mais c'est surtout aussi qu'il ne faut pas affaiblir ce plancher pelvien, ça risquerait de faire sortir les organes gravement, surtout chez les femmes. Donc cette limitation est là et on ne pourra pas avoir un bassin beaucoup plus gros, vu les contraintes de pression par les viscères qui sont mis dessus. Donc c'est intéressant à comprendre. Petite vidéo du soir espoir pour vous montrer que c'est par les femmes que notre bassin est limité en largeur, puisque c'est elles qui subissent des pressions sélectives. Mais il y a d'autres mutations et d'autres sélections, d'autres pressions sélectives qui passent chez les hommes et qui sont principalement aussi sélectionnées chez les femmes à la base, mais qui après se transmettent chez tous les sexes. Et par exemple, la blanchitude, le fait d'être blanc, c'est un avantage essentiellement pour les femmes à partir du paléolithique et du néolithique en Europe, puisque c'est elles qui vont, par le fait qu'elles portent beaucoup de petits et qu'elles les allaitent, qui vont risquer d'avoir des carences calciques, des carences en calcium, puisqu'elles pompent du calcium pour faire grandir des petits en les allaitant même à l'intérieur du ventre. Donc elles pompent pas mal de calcium dans leurs os, et dans des milieux peu lumineux comme l'Europe, si tu n'arrives pas à sécréter assez de vitamine D qui permet la bonne fixation du calcium pour le redistribuer aux petits après, puisque c'est principalement
on va stocker du calcium pour nos os, hein, pour solidifier nos os, mais les femmes, c'est en plus pour redonner ce calcium pour des petits en pleine croissance, hein, elles sont obligées de prendre ce minéral pour d'eux, et c'est elles qui subissent les problèmes de carence en vitamine D permettant la bonne fixation du calcium. Donc c'est par elles, hein, principalement, que vont blanchir les Européens et les Eurasiens et les Asiatiques, hein, plus que par les hommes qui, eux, ont moins de pression sélective sur la décalcification, vu qu'ils ne vont pas allaiter, hein, et eux, ils vont chasser. Bien sûr, oui, c'est les hommes qui, en général, font de la chasse au gros gibier, parce que les femmes allaitent les petits très longtemps, hein, c'était entre 2 et 5 ans, hein, au paléolithique, avant le néolithique, hein. Donc, et en plus, courir et chasser avec un petit dans le ventre, hein, c'est assez incompatible, vu que le plancher pelvien, hein, risque de faire sortir, de se déformer sous les chocs répétitifs, hein. Donc on est dans l'aberration wokiste, bien sûr, hein, quand on vous raconte que les femmes étaient des chasseuses de gros gibier, c'est ne pas comprendre que les femmes sont aussi faites pour porter des enfants et les allaiter, et qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois et être au four et au moulin en même temps. Mais nous sommes dans une époque étrange où on essaye de vous inculquer que les femmes chassaient le gros gibier et qu'elles étaient des vikings faisant des raids guerriers sur les contrées européennes. Bon, bien sûr, tout ça, c'est du mensonge souvent d'État, hein, pour plaire aux femmes qui aiment qu'on leur raconte des belles histoires sur l'égalité. Elles sont comme les hommes. Non, elles ne sont pas comme les hommes, ni meilleures ni moins bonnes. Elles sont juste différentes, et nous avons des fonctions différentes, hein, entre les hommes et les femmes, et ce partage des tâches a permis à l'humanité de survivre. Donc voilà, petite vidéo du soir, espoir. Paix sur terre, mes frères et sœurs, et à bientôt.